Allez. Bien. Donc, nous étions en train de parler de polynômes, et plus précisément, nous étions en train de réfléchir à la notion de multiplicité d'une racine. Une racine alpha est de multiplicité p, lorsque x moins alpha puissance p divise le polynôme, mais pas x moins alpha puissance p plus 1. Comme je le précisais, quand alpha est racine d'un polynôme, quand alpha est racine d'un polynôme, x moins alpha divise p. Et la notion de multiplicité, c'est, on se demande, d'accord, x moins alpha divise p, est-ce que x moins alpha au carré divise p? Est-ce que x moins alpha au cube divise p? Etc., etc. Tant que ces puissances divisent p, on dit que la multiplicité augmente. Et la multiplicité s'arrête quand vous trouvez une puissance, x moins alpha, qui ne divise plus x moins alpha, qui ne divise plus q. Bon. Sauf que cette définition n'est pas parfaitement claire, mais elle souffre d'un défaut pratique. Elle souffre d'un défaut pratique qui est que ben, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Si c'est facile intellectuellement, mais c'est très bon. Montrer que x moins alpha au cube divise un polynôme, ben, c'est faire plein de calculs de division clinienne. Donc c'est pas intellectuellement, c'est pas dur. En fait, c'est très bon. Heureusement, il y a un théorème. Alors, sur mon papier, c'est petit peu, je ne sais pas si. Qui s'appelle ordre d'une racine. Oui, je parle de multiplicité. La multiplicité, ça se dit aussi l'ordre, qui va nous permettre de reconnaître très facilement la multiplicité d'une racine. Donc, soit P, un polynôme non nul, et alpha appartenant à 4. Pardon, alpha appartenant à 4, et P, un entier naturel non nul. Alors, alpha est racine de P de multiplicité P, si et seulement ici. Si et seulement ici. Alors, P de alpha égale 0. Ça, ce sera P de alpha égale 0. Ça, ce sera le fait d'être racine de P. Mais, plus précisément, dans le cas où la racine sera double, alpha va être aussi racine de P'. Dans le cas où elle sera triple, alpha va être aussi racine de P seconde. Dans le cas général, alpha va être racine aussi de P dérivé P moins J fois. Mais il ne sera pas racine de la dérivée Pm. Voici ce qu'est une racine de multiplicité petit p. Et ça, c'est très facile à vérifier. Ça, c'est très facile à vérifier. On va l'illustrer avant de le démontrer. Regardons pour x moins alpha au carré. Pour x moins alpha au carré, c'est évidemment un polynôme pour lequel alpha est racine double. N'est-ce pas? Je prends évidemment un polynôme qui est sous une forme où on voit instantanément que alpha est racine double. Alpha est racine double, et on a bien P s'annule en alpha. Encore heureux, c'est une racine. P', que vaut P', ben ça vaut 2 x moins alpha aussi, mais P seconde qui vaut 2 ne s'annule pas. D'accord? P de alpha égale 0, P' de alpha égale 0, mais pas P seconde. Oui. Ah oui, il y a 0, je vais le passer. Oui, je vais le passer. Oui, je vais le passer à l'écran. Si vous voulez vous contenter de
dire que alpha est racine multiple, il suffit de dire alpha est racine multiple, c'est équivalent à P de alpha égale P' de alpha égale 0. Et c'est tout. C'est ça une racine multiple. D'accord? Ça, c'est une racine multiple. P seconde, s'il vaut 0 ou s'il ne vaut pas 0, ça permettra de discriminer entre les racines qui sont seules doubles et les racines qui sont triples, quadruples, quintuples. Et si vous avez juste besoin d'une racine multiple, vous avez ça. Troisièmement, si vous prenez un polynôme de degré 2 tel que vous avez l'habitude de le manipuler depuis la première, et que vous savez qu'il admet une racine double, qu'est-ce que vous reconnaissez? Supposons que delta égale 0, c'est-à-dire que P admet une racine double alpha. Alors, il y a deux choses. Alpha annule P, donc ça c'est encore la bonne chose, mais aussi B'. Regardons ce que ça donne. En effet, bon, P de alpha égale 0, ça vous dit A alpha carré plus B alpha plus C égale 0, ça vous dit rien de plus. Mais P' de alpha égale 0, ça vous dit que 2A alpha plus B égale 0, et P seconde de alpha, c'est 2A, effectivement c'est donc nul. De ces trois lignes, il y a la première qui caractérise la racine, bon, là on a déjà fait parler de toutes les manières aussi imaginables. Il y a la dernière qui nous dit que A est donc nul, bon c'était écrit à gauche. Et il y a la deuxième ligne qui est là, qui nous dit que c'est pas. Elle nous dit quoi ça? Elle nous dit que donc alpha égale moins B sur 2. Mais oui, quand vous avez une équation à degré 2 avec un discriminant qui vaut 0, la solution c'est ça. Vous êtes d'accord? Moins B sur 2. C'est bon pour tout le monde? Ouais. C'est bon? Allez, on va démontrer ce théorème qui est bien pratique, et après on fera l'exercice pour l'illustrer. Alors, c'est une démonstration qui est sympa au sens où c'est vraiment une démonstration qui utilise des gros théorèmes. Dans le sens descendant, si alpha est racine de multiplicité P, alors, et après on fera l'autre. Alors, si alpha est racine de multiplicité, P, ça signifie que x moins alpha puissance P divise P. Donc, il existe un polynôme C, appartenant à 4 chez x, tel que P égale x moins alpha puissance P fois C. Et x moins alpha puissance P plus 1 ne divise pas P, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça rajoute de dire que x moins alpha puissance P plus 1 ne divise pas P? Oui, c'est vrai, on peut parler de reste, vous avez raison. Mais sur ce que j'ai écrit là, oui, alors pour finir ce que vous me disiez, on peut dire que le reste de la division euclidienne de P par x moins alpha puissance P plus 1 n'est pas nul, vous avez raison. Mais sur ce que j'ai écrit sur le polynôme C, je vous ai dit quoi que x moins alpha puissance P plus 1 ne divise pas P? Ça veut dire qu'on ne peut pas factoriser x moins alpha par x, on ne peut pas factoriser P par x moins alpha puissance P plus 1. Et donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas factoriser?
On ne peut pas sortir x moins alpha de... Alors, plus fort. On ne peut pas sortir x moins alpha de c. Vous êtes d'accord? Si x moins alpha puissance p plus n divisé p, ça veut dire que de c, on sortirait encore en x moins alpha. Ok? Là, non. Donc, x moins alpha ne divise pas c, c'est-à-dire c de alpha est différent de 0. D'accord? Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la chose suivante. On doit déduire que alpha annule P ainsi que toutes ces puissances. Toutes ces dérivées, pardon. Bon, ben, pour ce faire, il suffit de calculer les dérivées de P. Je dis il suffit au sens mathématique. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et on a besoin de calculer les dérivées de P. Regardez, P, c'est écrit comme ça. Calculer les dérivées de P, c'est donc calculer la dérivée de ce produit. Ça tombe bien, calculer la dérivée de ce produit, c'est la formule de la limite. Donc on a dit qu'elle était vraie dans l'économie. Vous êtes d'accord? Je vais calculer la dérivée énième de P, qui s'écrit sous cette forme, grâce à la formule de la limite. Par la formule de la limite, la dérivée énième de P, c'est, et ça c'est pour n appartenant à n étoile, mais c'est vrai pour n égale 0. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n, P dérivé, C dérivé k fois, x moins alpha puissance P dérivé n moins k fois. Ou bien, x moins alpha puissance P dérivé k fois C dérivé n moins k fois. C'est d'accord pour tout le monde? Attention à cette notation qui est un peu pénible malheureusement. Ça c'est x moins alpha puissance P qu'on dérive k fois. Vous êtes d'accord? On a appris à calculer ça. C'est P fois P moins 1 fois P moins 2, etc. Ça, je vous rappelle qu'on a revu vendredi. C'est factoriel P sur factoriel P moins K, x moins alpha, puissance P moins K. N'est-ce pas? Quand on dérive un monome K fois, on obtient ces deux formules. Enfin, pas tout à fait. On obtient ces deux formules, mais avec une subtilité. Laquelle? Laquelle? Oui. Voilà, c'est ça. Je préfère écrire en K plus petit que P, mais c'est exactement la même chose. Et sinon, ça vaut 0. Sinon, vous avez un polynôme de degré P, si vous le dérivez à tir à l'arigot, vous finissez par tomber sur le polynôme nul. Plus précisément, un polynôme de degré P, quand vous le dérivez P plus une fois, vous tombez sur le polynôme nul. Quand vous prenez un polynôme de degré 2, vous tombez sur le polynôme nul après l'avoir dérivé, non pas 2 mais 3 fois. Ok? Voici ce qui se passe. Et alors, je dois regarder ce que vaut la dérivée Pm de alpha. Précisément la dérivée Pm. Attention, je dois regarder ce que vaut la dérivée Pm. Non, c'est pas vrai. Je dois regarder ce que vaut la dérivée Nm pour n inférieur à t-1, puis ce que vaut la dérivée Pm. Je vais écrire dans la droite. Je vais regarder d'abord la dérivée Nm. Pour n appartenant à n étoile, que vaut cette dérivée Pm? Elle vaut la somme de k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n, fois C dérivé n moins k fois l'alpha, bon, fois ça. Ah ouais, mais regardez. Si n est inférieur ou égal à p moins 1, a fortiori,
les cas de la somme sont inférieurs à n, donc inférieurs au lien à p moins 1. Et donc, de ces deux lignes, la formule qui marche, c'est celle-là. Ok? Et pas me soucier du égal à 0. Ça me fait donc factoriel p sur factoriel p moins k. X moins alpha, c'est-à-dire alpha moins alpha, tout ça c'est p moins k. Et là, on est content parce que ce que j'entoure en jaune, ça vaut 0 à la puissance p moins k. Et ça vaut 0. Car p moins k, qu'est-ce qu'on peut dire de p moins k? C'est que c'est un entier naturel, c'est supérieur ou égal à 1. K n'est pas égal à p, c'est pas 0 puissance 0 qu'il faut. Ainsi, vous avez dans cette somme tout plein de termes, tous plus atroces les uns que les autres, mais c'est pas grave, ils sont neutralisés par 0. En fait, dit d'une manière simple, je sais bien que dans cette démonstration, il y a des détails techniques qui sont liés aux valeurs de P et de N. Mais d'une manière simple, la dérivée Nième de P, c'est un gros paquet de termes qui sont tous neutralisés par celui-là qui fait 0, systématiquement. L'idée est elle. D'accord? Les K parmi N, on s'en moque. Les C dérivés N moins 4 fois, on s'en moque. Heureusement, parce que c'est on connaît quasiment rien sur lui. Il reste juste ces termes qui sont en fait des x moins alpha puissance p, p fois x moins alpha puissance p moins 1, p fois p moins 1, x moins alpha puissance p moins 2. C'est-à-dire, ça c'est un x moins alpha, la puissance quelque chose. Ben, alpha ça vaut 0. Tout bêtement. Ok? Ça c'est alpha moins alpha, la puissance quelque chose, ça vaut 0. Ça c'est pour n égale p moins 1, inférieur ou égal à p moins 1. Maintenant, pour n égale p. Pour n égale p, il y a un petit truc rigolo. Ce que j'ai écrit là reste vrai. N égale égal à p, je remplace tous les n par des p ou tous les p par des n, c'est pas un problème ça. Ce que j'ai écrit là reste vrai. Ça reste vrai, mais ce que je recopie correctement. Ouais. Et bien, précisément tout ce que je vais vous dire maintenant. Enfin, pas précisément, c'est pas vrai. Là, il y en a besoin. Dans cette somme, vous avez pareil des zéros à la puissance p-k. Sauf que dans cette somme, k va jusqu'à p. Et donc ça vaut tous les termes qui sont là. Pour k égale 0, ça vaut 0 puissance p, ça vaut 0. Pour k égale 1, ça vaut 0 puissance p moins 1, ça vaut 0. Pour k égale 2, etc., etc. Pour k égale p moins 1, l'avant-dernier terme, ça vaut 0 à la puissance p moins p moins 1, ça vaut 0 à la puissance 1, ça vaut 0. Mais pour k égale p, ça vaut 0 à la puissance 0, 0 à la puissance 0, c'est 1. Et donc à la différence de cette somme, là, dans cette somme, tous les termes étaient nuls. Parce qu'elle était inférieure ou égale à p moins 1. Dans cette somme, elle est égale à p. Il y a pile le premier terme qui a un non nul qui apparaît. Le premier terme non nul qui apparaît est celui pour k égale p, le dernier de la somme. Et donc ça vaut quoi? Ça vaut juste le dernier terme. Zéro à la puissance 0, c'est-à-dire que c dérivé p fois, c dérivé p moins p fois de alpha. Qu'est-ce que ça vaut? P parmi P. Factoriel P. Factoriel 0. Là, il n'y aura que factoriel P. 0 puissance 0, ça vaut 1. Et ça, qui induit la disjonction de termes. Et C dérivé 0 fois de alpha. C dérivé 0 fois, c'est C. Hein. Ça vaut donc factoriel P fois C de alpha. Ne perdons pas de vue ce qu'on veut prouver. On veut juste prouver que c'est pas nul. Effectivement que c'est pas nul. Que C d'alpha, factoriel P, ça vaut ce que ça vaut, et C d'alpha, il est non nul. Donc ça, c'est non nul, c'est gagné. Voilà pour le premier sens de cette jolie phrase.
D'accord? En fait, que comprendre la structure de cette preuve. La chose à comprendre est simple. La dérivée énième de P, c'est un gros tas de tout plein de termes qui sont en fait tous nuls. Sauf quand on dérive pile P faux. Il y a ce gros tas de plein de termes, il y en a un qui est valide. Ok? La réciproque maintenant. Je suppose que les dérivés du polynôme P s'annulent tout à alpha jusqu'à la dérivée Pm, qui ne s'annule pas. Et je dois déduire que x moins alpha divise P suffisamment de fois. C'est-à-dire je dois déduire que x moins alpha divise P fois. Oui. 0 sur 0. Ça fait. En fait, ce qui vous chagrine très probablement, c'est la chose suivante. Quand on dit 0 puissance 0, c'est en fait le polynôme x puissance 0 évalué en alpha égale, en l'occurrence 0. Vous êtes d'accord? Mais le polynôme x puissance 0, c'est le polynôme comme ça égal à 1. Où que vous l'évaluiez, il vaut 1. Donc 0 puissance 0, c'est 1. Je ne suis pas en train de vous dire que la limite, lorsque x tend vers 0, de x puissance 0 est égale à 1. Non, pas du tout. Enfin, je ne sais pas, de 0 puissance x est égal à 1. Ça, c'est tout ça. Je vais vous dire, enfin, c'est pas pareil. Vous voyez, je vous avais bien dit que quand on met des trucs à la puissance 0, je vois, j'ai fait une. C'est pour ça que j'évite, que quand on y arrive, on commence à se mettre les. Bon, mais bref, je vois bien faire, c'est parti. C'est bon pour tout le monde, le premier sens? Allez, le sens réciproque, je suppose maintenant qu'on a ça. Alors, le sens réciproque utilise un autre gros théorème que nous avons énoncé vendredi, je ne sais plus, qui est la formule de Taylor pour les polynômes. On écrit la formule de Taylor pour A égale alpha. C'est-à-dire que dans la formule de Taylor, elle est vraie pour toute valeur de A. Et la semaine dernière, on vous dit à toute force de la prendre pour A, racine du polynôme. Non, pas nécessairement. C'est vrai pour toute valeur de A. Aujourd'hui, je regarde cette formule pour A qui est une racine, qui est alpha. La formule est vraie pour tout A, je la regarde dans un cas particulier. P est égal à la somme de K égale 0 jusqu'à l'infini de la dérivée km de alpha sur factoriel K, x moins alpha puissance K. Je vous rappelle que cette somme s'arrête avant l'infini. En fait, cette somme s'arrête au degré du polynôme. Il est tellement plus commode de la noter jusqu'à l'infini. Et alors, les dérivées successives de P sont nulles en alpha, c'est-à-dire que dans cette somme, tous les termes qui sont là sont nuls. Enfin, pas tous. Tous les termes jusqu'à K égale P moins 1. Donc en fait, cette somme, elle ne commence pas à K égale 0, elle commence à K égale P. Vous êtes d'accord? Cette somme, en fait, elle vaut quoi? Elle vaut P de alpha plus P' de alpha sur 1 x moins alpha plus P seconde de alpha sur 2 x moins alpha au carré plus etc. Ben, P de alpha ça vaut 0, P' de alpha ça vaut 0, P seconde de alpha égale 0. En fait, cette somme, elle commence quand la dérivée ne s'annule plus. C'est-à-dire que cette somme, elle commence à K égale B.
dit d'une manière plus compréhensible avec des pointillés. Cette somme, elle s'écrit comme ainsi. Elle s'écrit dérivé Pm de alpha sur factoriel P, x moins alpha puissance P, plus dérivé P plus unième de alpha sur factoriel P plus 1, x moins alpha puissance P plus 1, plus la dérivée P plus deuxième de alpha sur factoriel P plus 2, x moins alpha puissance P plus 2, etc., vitam éternel. Et non pas vitam éternel jusqu'au degré n de l'union. Dans cette somme, à nouveau, il y a plein de termes qui servent à rien, qui sont là pour vous faire peur. Les seuls termes intéressants, ils sont bleus. Les termes blancs, ils sont là pour vous faire peur. Ils sont très compliqués, mais ils n'auront aucune incidence presque. Parce que regardez, qu'est-ce que je dois vous prouver? Je dois vous prouver que alpha est racine de multiplicité de P. C'est-à-dire je dois vous prouver que P est divisible par x moins alpha puissance P. Pourquoi est-ce que le polynôme est divisible par x moins alpha puissance P? Je dois arriver à vous prouver que le polynôme s'écrit x moins alpha puissance P fois quelque chose. Ouais. Ici, exactement. C'est la même chose, vous ne verrez pas. Tout ça, vous factorisez par x moins alpha puissance P. C'est-à-dire vous sortez le terme bleu, quoi. Enfin, donc, en gros, c'est ça, vous sortez le terme bleu. Il va vous rester un machin qui est la somme de k égale P jusqu'à l'infini, de la dérivée km de alpha sur factoriel k, x moins alpha puissance k moins P. Et ça, c'est un polynôme, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez C, vous l'appelez ce que vous voulez, on s'en fout. Ok? Vous avez bien factorisé P par x moins alpha puissance P. Et, vous l'appelez C comme tout à l'heure. C de alpha, qu'est-ce que ça vaut? C de alpha, c'est donc ce polynôme factorisé par P. Donc c'est cette constante plus cette constante fois x moins alpha, plus cette constante fois x moins alpha au carré. Ça c'est C. Hein. Ça, c'est un terme bleu. En fait, C, c'est ce qui reste en blanc. J'ai enlevé le bleu, c'est ce qui reste en blanc. C de alpha, ça vaut quoi? Une constante, plus une constante fois x moins alpha, plus une constante fois x moins alpha au carré. Donc C de alpha, c'est cette constante. C de alpha, c'est ça. Tout ce que nous savons, c'est que cette constante, elle est non nulle. Elle a une valeur numérique atroce, elle n'a pas été connue, elle est non nulle. Oui, mais, regardez, C de alpha est non nul. C de alpha est non nul. Donc, C de alpha, je ne peux pas le factoriser par. C de alpha est non nul. Donc, C de alpha n'est pas factorisable par. N'oublions pas le but. Le but, c'est de montrer que P n'est pas factorisable par x moins alpha puissance P plus 1. C'est ça qu'on veut prouver. Montrer que alpha est de racine de multiplicité P, c'est montrer ça et ça. Donc c'est arriver à montrer que C n'est pas factorisable par x moins alpha. Que c'est mal. D'une autre manière, c'est pareil tout à l'heure. Il faut montrer que x moins alpha ne peut pas sortir de la patate verte. Pourquoi x moins alpha ne peut pas sortir de la patate verte? Parce que la patate verte n'est pas divisible par x moins alpha. Et être divisible par x moins alpha, c'est précisément s'annuler en alpha. Donc on calcule la patate verte en alpha. La patate verte en alpha, elle vaut ça. Par le théorème de factorisation des patates vertes, x moins alpha ne divise pas C.
Vous êtes d'accord? C'est clair pour tout le monde? En fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut sortir avec ce modèle alpha de ce second terme. Et la réponse, c'est non. Voilà. Et alors, malgré la sophistication de la démonstration, ce théorème est très 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 facile à manipuler. Exemple. On va regarder le polynôme P égale x4 moins 2x3 moins 3x2 plus 4x plus 4. Et la question, ça va être factorisé. Regardez, c'est un exercice similaire à celui que j'ai fait vendredi matin, sauf que vendredi matin, je vous ai expliqué à corps et à cri que la manière de le faire de vendredi, c'était assez pourri. Là, maintenant, on a tous les outils. Donc là, maintenant, ça devient un exode de référence. D'accord? Comment arriver à factoriser P? Je vais vous laisser réfléchir. Allez. Comment arriver à factoriser P? Eh bien, tout simplement, en cherchant ses racines. Par exemple, si on arrive à prouver que 5 est racine, P se factorise par x moins 5 par x moins 5. Oui, mais on a poussé la réflexion, si 5 est racine double, on peut carrément factoriser par x moins 5 au carré. Si 5 est racine triple, on peut carrément factoriser par x moins 5 au carré. N'est-ce pas? Et donc, et ça, maintenant, c'est facile. Parce que comment est-ce qu'on voit que 5 est racine? On calcule P de 5. Comment est-ce qu'on voit que 5 est racine double? On calcule le P' de 5. C'est-à-dire que vendredi, on avait besoin de diviser par x moins 5 au carré. Mais bon, là non, on calcule P' de 5, ce sera les 7. Vous êtes d'accord? Allez-y. Je vais factoriser P en cherchant des racines évidentes, ou à peu près évidentes. Puis, en réfléchissant, avant de faire des divisions euclidiennes naturelles Arago, en réfléchissant à leur degré, à leur multiplicité. C'est-à-dire en regardant est-ce qu'elles sont aussi racines de P, prime, de P', de P'. Sont-elles racines de P? Vous cherchez des racines évidentes à P, vous vous demandez sont-elles aussi racines de P'. Si oui, on a gagné un degré, sinon, ben, c'est des racines de 7, c'est pas très bien. Allez, autrement. On constate donc moins 1 et 2 sont deux racines évidentes. À ce stade, on peut, bon, on a fait vendredi, factoriser par x plus 1, factoriser par x moins 2, et même factoriser d'emblée par x plus 1 fois x moins 2. Et c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que vous travaillez comme si on n'avait pas réfléchi à la notion de multiplicité. Or, il se trouve que dans cet exercice, que j'ai choisi particulièrement simple, il se trouve que P' de moins 1 vaut aussi 0, et d'ailleurs P' de 2 également. Donc, moins 1 et 2 sont racines doubles. Pas exactement. Moins 1 et 2 ne sont pas encore racines doubles, parce que je n'ai pas regardé pi secondes. Elles sont racines multiples, au moins doubles. D'accord? Pour savoir si moins 1 est exactement racine double, il faudrait que je regarde est-ce qu'elle annule P secondes. Mais je n'ai pas besoin de le faire. Exactement. P de degré 4. J'ai déjà deux racines qui sont chacune doubles. Donc j'ai deux racines qui comptent pour 2 chacune. Donc j'ai déjà 4 racines comptées avec la multiplicité. Or, degré de P égale 4. Et on a déjà trouvé 4 racines, du moins comptées avec leur multiplicité. Hein. Donc, ces racines sont de multiplicité sont exactement doubles. Et il n'y en a pas d'autre. Et alors, attention, à ce stade, il y a un petit
un petit truc, une petite erreur qu'on fait souvent. X moins 1 au carré, x plus 1 au carré, fois x moins 2 au carré, divise P. Donc, il existe un polynôme C tel que P est égal à x moins 1 au carré fois x moins 2 au carré fois C. C'est x plus 1 au carré. Si vous réfléchissez au degré, il est instantané de comprendre que P est à 2 degré 4 et ce que j'ai là est à 2 degré 4, c'est une constante non nulle. Allez, degré de C égale 0, IE, c'est constante non nulle. Reste à calculer cette constante. L'usage, c'est de la noter plutôt lambda. Tout simplement pour qu'on passe que c'est une constante. Si vous notez C, vous risquez de ne pas passer que c'est une constante. Et une constante, on la fait toujours passer devant. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Voilà, je fais ça. Et alors, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Eh bien, il faut mieux calculer lambda. Et alors, comment calculer lambda? C'est super simple. C'est une constante. La première idée, c'est... La première idée pour calculer une constante. On développe, c'est ça. On développe tous les calculs. Avant de le faire, je vais vous donner une deuxième idée. Si une constante, vous évaluez un x bien marqué et choisi, et puis c'est bon. Par exemple, vous calculez P de 0, ça va vous donner lambda. D'accord? Mais il y a plus d'intelligent à faire, c'est développer intelligemment, oui. Là, il y avait la question. Je sais pas compris. Non, là, vous êtes en train de dire que vous avez compris qu'il y avait un exercice, ça vous rappelle. On regarde le coefficient du plus haut degré. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on développe, vous allez avoir 5 termes. 5 termes, parce qu'un polynôme de degré 4, ça a 5 coefficients. D'accord? Il y en a un, le coefficient, qui est super facile à calculer, c'est le coefficient dominant. Parce que quand vous développez, ça va vous faire des termes à x4, des termes à x3, des termes à x2, etc. Mais vous avez juste besoin de trouver un scalaire, donc vous avez besoin de trouver une information, n'est-ce pas? Bon. Et alors, le coefficient qui est super facile à calculer, c'est le terme à x4. Il vaut 1. Puisque ça c'est x carré plus 2x plus 1, ça c'est x carré moins 2, 4x plus 4. Mais quand vous calculez le terme à x4, c'est x carré fois x carré. Donc lambda, c'est le coefficient dominant. Lambda est le coefficient dominant de P. Ici, 1. Et donc la factorisation, c'est P égale x plus 1 au carré fois x moins 2 au carré. Et l'exhaustion. D'accord? Attention, si l'exercice avait été... Alors, je modifie P, en modifiant P, je modifie sa racine. Donc, bon. Si l'exercice avait été ça, j'ai pris la racine. Lambda aurait été égal à 3. Hein. Vous sommes bien d'accord? Lambda, c'est le coefficient dominant. Si le coefficient dominant il ne vaut pas 1, lambda, il ne vaut pas 1. Il vaut le coefficient dominant. D'accord? Dans cet exercice, je l'ai choisi simple. J'ai choisi P avec un coefficient dominant de 2 qui vaut 1. Dans d'autres exercices. Et c'est fréquemment le cas. Mais dans d'autres exercices, on va pas le cas. Une remarque vocabulaire, un polynôme dont le coefficient dominant vaut 1, on dit que c'est un polynôme unitaire. Un polynôme pour lequel le terme x carré, x 4, x carré ou 1, il est dit unitaire. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok. Allez. J'ai perdu le fil, ça doit être 44 ans. 44 et quoi?
on va voir que ces notions de factorisation, elles se généralisent très très bien. En fait, pourquoi elles se généralisent? Parce qu'en fait, factoriser un polynôme, ça revient à résoudre l'équation polynomiale. Alors, vous savez que le corps des complexes, il a été fabriqué pour résoudre pour résoudre les équations polynomiales. Là, on commence par un petit peu de vocabulaire. Deux polynômes P et Q sont dits associés. Lorsque il existe lambda appartenant au corps tel que P égale à lambda Q. Et alors, vous voyez, ce que je viens d'écrire, c'est faux. Si vous avez, c'est une erreur fréquente, je l'écris et je la commande. Si vous écrivez ça, lambda, vous l'autorisez à être nul. Et donc, tout polynôme sera associé à 0. On ne le veut pas, ça. Et donc, on demande à ce que lambda soit non nul. Exemple. X carré moins 2x plus 3 et 5x carré moins 10x plus 15. Alors, deux remarques. Ainsi, tout polynôme, sauf le polynôme nul, est associé à un polynôme unitaire. Par exemple, ce polynôme-là, c'est x carré moins x plus 5 qui est associé à x carré moins 2x plus 3. Et puis, P est associé à Q, si et seulement si Q est associé à P. Cette relation est dite mais ça fait moins cher. Non. Symétrique. Oui, c'est l'idée de commutation. Vous devez raison. C'est l'idée de ça s'appelle symétrique. Une relation binaire qui vérifie ça, elle est symétrique. Par exemple, l'égalité, c'est symétrique. A égale B, c'est pareil que B égale. Ou la congruence au niveau de pi. A congrue à B au niveau de pi, c'est pareil que B congrue à A au niveau de pi. Et alors, en fait, je vous fais systématiquement le coup. Dans la définition, j'ai utilisé la symétrie. La définition, j'aurais dû vous dire P est associé à Q. Ah oui, d'ailleurs, vous faites. Pourquoi c'est vrai ça, en fait? Qu'est-ce que c'est vrai? Le P est associé à Q, c'est pareil que Q associé à P. Voilà, on fait passer le lambda à gauche, ça fait changer. D'accord? Q égale sur lambda gauche. Et sur lambda, c'est un scalaire. C'est un scalaire non. Bon, et d'ailleurs, je reprends ma phrase, donc je vous fais systématiquement le coup quand on a une relation symétrique. J'aurais dû vous écrire la définition, on dit que P est associé à Q lorsqu'on a ça, et on s'aperçoit que P associé à Q, c'est pareil que Q associé à P, ce qui nous permet de prendre ce vocabulaire inclusif. Deux polynômes sont associés. Quand on dit que deux polynômes sont associés, a priori, ça veut dire que l'ordre ne donne pas. Eh bien oui, l'ordre ne donne pas. Ça s'appelle la symétrie. D'accord? C'est bon? Quel est l'intérêt de cette notion? L'intérêt est le suivant. En fait, les polynômes associés se comportent de la même manière pour la divisibilité. C'est-à-dire si A divise, si B divise 1, alors tous les polynômes associés à B divise 1 et B divise tous les polynômes associés à A. C'est ça la notion de l'intérêt de cette notion, c'est que, en fait, quand on dit qu'un polynôme divise un autre, de suite, il y a tous ces associés qui déboulent. Vous
ne pouvez pas vous débarrasser des associés. De même, dans la même optique, vous savez qu'on a déjà vu que le polynôme constant égal à 1, il divise tout le monde. 1 divise tout polynôme. Mais on a même vu que cela était vrai qui c'est les polynômes diviseurs universels? Quels sont les polynômes qui divisent tout polynôme? On en a parlé la semaine dernière. Qui sont les polynômes qui divisent tout polynôme? Les constantes non nulles. D'accord? Mais les constantes non nulles, c'est possiblement les associés à eux. Mais aussi les associés de les constantes non nulles. Divise tout polynôme. Ça, c'est un phénomène que ceux qui ont fait de l'arithmétique des entiers n'ont pas rencontré. Dans l'arithmétique des entiers, 1 est le diviseur commun, 1 divisé tout le monde, et c'est tout. Éventuellement, peut-être on vous a dit que moins 1 aussi divisé tout entier. Oui, certes, moins 1 divisé tout entier, mais si vous restez dans les entiers naturels, il y a un seul entier qui divise tout le monde, c'est 1. Dans les polynômes, c'est pas ça. Il n'y a pas que le polynôme constant égal qui divise tout le monde, il y a aussi tous ces associés. Dès que vous avez une relation de divisibilité, il y a tous les associés qui débarquent. La deuxième notion, c'est la notion de polynôme irréductible. Définition. Un polynôme est dit irréductible lorsque alors, deux choses. Il est non constant et il admet comme diviseur que ses associés, les constantes et les constantes non nulles. Alors, ça mérite largement une discussion. Pareil, ceux qui ont fait de l'arithmétique des entiers vont retrouver des notions simples, mais c'est des notions connues, mais c'est des notions simples qu'on peut aborder facilement, même si on n'a pas fait l'arithmétique des entiers. Alors, les notions simples, c'est les notions suivantes. C'est quoi cette notion d'irréductible? C'est exactement le pendant de la notion de nombre premier. Qu'est-ce que c'est un nombre premier? C'est un nombre qui n'admet comme diviseur, c'est un entier, qui n'admet comme diviseur que 1 et lui-même. Alors, pas tout à fait. Je me trompe légèrement en vous disant ça. Un nombre premier n'admet comme diviseur que 1 et lui-même, c'est pas tout à fait juste. Déjà, un nombre premier, par définition, c'est un entier naturel. Le nombre premier, c'est des positifs, on vise les positifs. Et ensuite, c'est un nombre premier, par définition, 1 n'est pas premier. Par définition. Je ne vais pas chercher plus loin. Un nombre premier, c'est un entier naturel supérieur ou égal à 2, qui n'admet comme diviseur entier naturel que 1 et lui-même. D'accord? 2, par exemple, c'est un nombre premier, parce que seul diviseur sont 1 et 2. 7 est un nombre premier, parce que seul diviseur sont 1 et 7. Quelle est la notion correspondante? Par définition, un nombre premier supérieur ou égal à 2, ce n'est pas égal à 1. On ne veut pas de polynôme constant dans les polynômes irréductibles. C'est la même notion. C'est quoi l'idée? C'est l'idée suivante. Bon, 0, on les dégage, de toute manière, 0, il divise quasiment personne. Donc on regarde les polynômes non nuls. Pourquoi est-ce qu'on dégage les constantes non nulles? Parce que les constantes non nulles ont une particularité, c'est qu'elles sont inversibles. De même que l'entier 1, il est inversible. On n'en veut pas dans les irréductibles. On les garde par définition. Restent les polynômes de degré supérieur ou égal à 1. Pourquoi n'ai-je pas écrit un polynôme est irréductible lorsqu'il n'admet comme diviseur que lui-même est le polynôme constant égal à 1? Pourquoi est-ce que je n'ai pas écrit ça?
Et bien, c'est pas possible. Puisque quand un polynôme divise un autre, il y a tous ses associés qui découlent. Si là, vous mettez lui-même, et que vous interdisez à ses associés de le diviser, ben, vous ne trouverez aucun polynôme. Nous sommes d'accord? De même, si là, vous n'autorisez que le polynôme constant égal à 1, vous n'y arriverez jamais, parce que le polynôme constant égal à 2, par exemple, il divise tout polynôme. Ainsi, il faut comprendre là que nous sommes en train de prendre, c'est-à-dire les diviseurs inévitables. D'accord? Et vous avez un polynôme. Il admet parmi ses diviseurs, il admet les constantes non nulles et ses associés. On dit qu'un polynôme est irréductible quand il n'y en a pas d'autres que ceux qui sont inévitables. De même qu'on dit qu'un entier naturel est premier, parce qu'il n'a pas d'autres diviseurs que ceux qui sont inévitables. C'est d'accord pour tout le monde? Prenons un exemple. Est-ce que ces polynômes sont irréductibles ou pas? P égale x plus 1 est bien irréductible. Pourquoi est-il irréductible? Qui sont les diviseurs de P? Ben, c'est facile, les diviseurs de P, déjà il y a les constantes non nulles et les polynômes associés. Mais encore, si Q divise P, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Q? Des choses très simples. Sur 60 degrés par exemple. Au degré de P, inférieur ou égal à 1. D'accord? Degré de P, degré de Q est inférieur ou égal à 1. Je vais passer en revue les trois possibilités. Là, il y a trois possibilités. Il y a moins l'infini, il y a 0, il y a 1. D'accord? Degré de Q égale moins l'infini. C'est-à-dire Q égale 0, non. 0 ne divise pas P. Degré de Q égale 0. C'est-à-dire Q constante non nulle. C'est un non-événement, c'est un mot à la mode ça. C'est un non-événement, puisque de toute manière, on est certain que les constantes non nulles divisent P. Ok? Donc cette phrase, je l'arrête là. Oui, ben oui, Q et les constantes non nulles, c'est divise P, oui, on le sait. Degré de Q égale 1. Ah, là, il y a quelque chose à dire. Degré de P égale 1 et degré de Q égale 1. P et Q ont le même degré. Donc on passe de l'un à l'autre en faisant quoi? Un lambda réel, scalaire, non nul, c'est ça. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, si P et Q sont de même degré et que l'un divise l'autre, c'est qu'ils sont associés. C'est encore un non-événement, puisque, certes, parmi la liste des diviseurs, il y a les constantes non nulles et les associés. Et c'est fini. Et donc, parmi les diviseurs de P, qu'y a-t-il? Les deux diviseurs inévitables, les deux familles de diviseurs inévitables, et c'est tout. Donc P est irréductible. Donc P est irréductible. C'est d'accord? Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde que P est irréductible? Oui. Bien sûr, je vais le faire juste après. C'est bon? Et maintenant, un contre-exemple, c'est tout bête. Hein? Un contre-exemple polynôme irréductible, c'est un polynôme donc réductible, c'est P égale x carré plus 2x plus 1. Je prends ça parce que ça vaut x plus 1 au carré. Et bien, parmi les diviseurs, il y a certes les constantes non nulles, il y a certes les polynômes associés, mais il y a aussi, comme x plus 1 divise P, et x plus 1 n'est ni associé, ni constante non nulle. Alors, P non irréductible, tout bêtement. D'accord?
Tout simplement. Non. Racine divise x au carré, il divise aussi x carré plus 2 Eh bien, oui, bien sûr que c'est où. Alors, du coup, c'est un associé. Non, x plus 1 n'est pas associé à x plus 1 au carré. Les polynômes sont associés quand on passe de l'un à l'autre en multipliant par une constante. Les polynômes associatifs sont de degré 2. Est-ce que ça existe des polynômes de degré 2 Oui, voilà, sur le troisième exemple. Non, mais c'est très bien, hein. C'est très bien, vous êtes en train de faire le pas de mon cours, sinon on pose. Ça existe, mais avec une subtilité. Regardez cet exemple. Alors, est-il irréductible ou pas? Alors, attendez, vous m'avez dit R, il est irréductible, vous avez raison. Mais dans C, il est irréductible, tout à fait. Eh bien, ça dépend. Dans C crochet X, il existe un polynôme qui est non associé, c'est X plus I par exemple. X plus I divise P. Le P c'est X plus I fois X moins I. Hein. D'accord? Donc X plus I divise P. Donc P est réductible, donc P n'est pas irréductible. Mais dans R, en revanche, il va être irréductible. Car alors, je reprends le même raisonnement qu'ici, en l'adaptant. D'accord? Je mets un carré. Si je mets un carré, ça va modifier, on va dire que le Q est de degré inférieur ou égal à 2, n'est-ce pas? Et donc, le degré de Q va être égal à moins l'infini, égal Q égal, c'est-à-dire Q égale 0, ça change pas, c'est pas possible. Le degré de Q égale 0, c'est-à-dire Q est une constante non nulle, c'est un non égal et c'est une constante non nulle, ça fait partie des diviseurs indispensables. Je saute le cas 1, je vais le faire justement. Si le degré de Q égale 2, Q divise P, mais sur le même degré, donc c'est associé. C'est un non événement, ça fait partie des diviseurs inévitables. Maintenant, par contre, il y a quelque chose de sérieux, c'est et si le degré de Q égale 1, que se passe-t-il? C'est d'accord pour tout le monde, la reprise est claire? Le raisonnement pour savoir si un polynôme est irréductible est très simple, vous listez ses diviseurs. En réfléchissant au degré, vous éjectez les diviseurs qui sont de degré un peu trop élevé. Ouais, mais il faut quand même regarder les diviseurs qui sont de degré inférieur ou égal au polynôme initial. Le polynôme nul n'est jamais diviseur, sauf dans un cas super particulier. Il vous reste les polynômes de degré 0, c'est pas un problème. Les polynômes de degré égal au polynôme, c'est pas un problème. Reste la frange entre 0 et le degré du polynôme. Dans le premier exemple, la frange n'existait pas, là elle existe, c'est un polynôme de degré. Si je veux prouver que x carré plus 1 est irréductible, il faut que j'éjecte ça, il faut que je dise que ça c'est pas possible. D'accord? Eh bien, donc Q, il est de la forme AX plus B, attention de degré 1, hein. Et alors je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut bien dire que A est non nul, sinon c'est un polynôme de degré 0, voire au moins infini. Donc x plus b divise x carré plus 1. En termes de racine, c'est du quoi ça? En termes de racine, ça veut dire quoi ça? Ax plus b divise x carré plus 1. Qui est la racine de quoi? Peut-être devrais-je prendre une étape intermédiaire.
B sur A. Nous sommes d'accord? Si a x plus b divise x carré plus 1, c'est pareil que dire que x plus b sur a divise x carré plus 1. D'une manière pédante, ces deux polynômes sont associés. Donc j'en ai un multiple comme division. En l'occurrence, c'est un multiple. Alors, mais si x plus b sur a divise un polynôme, c'est que moins b sur a est sur les racines de x carré plus 1. Et ouais, mais maintenant je suis dans R approché x. Dans R approché x carré plus 1, même aucune racine. Dans R. Ce polynôme n'a même aucune racine. Et donc j'ai éjecté la frange. Impossible. Donc, x carré plus 1 est irréductible dans R approché x. Et pas dans C. Ok. Et donc on découvre que, ah ben tiens, on a attendu le grand 4 pour le grand 5 pour voir une différence entre le coordonné réel et le coordonné complexe. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de différence. Maintenant, ça va être ça. Ok. Voilà. En fait, dans ce grand 5, c'est là qu'il doit y avoir la différence entre les réels et les complexes. C'est bon? Voilà, bon, ça c'est une notion de vocabulaire. Les maths commencent maintenant. Les résultats commencent maintenant. La M, soit P appartenant à R approché X, si il admet une racine complexe alpha, alors alpha bar est aussi racine de même multiplicité. Je n'ai pas fait de lapsus. C'est le premier résultat de cours, de ce cours, dans lequel j'ai écrit R approché X, pas C crochet X, et pas K crochet X. C'est pas de lapsus. C'est bon? Notez que ce résultat est vrai si alpha est un réel. Un réel, c'est un complexe particulier. C'est un complexe qui est en plus un réel. Et si le théorème tel que je vous l'ai écrit peut être lu avec alpha qui est un réel. Mais effectivement, si alpha est solution et racine de P, alors alpha bar vaut alpha. On peut voir avec rien si alpha est réel. Il est intéressant si alpha est complexe. Non, oui. Alors, on a déjà démontré ce théorème, dans un cas particulier, et avec toutes les idées, en septembre. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on va le faire? J'ai pas compris. Exactement, c'est le P d'alpha là. Et on espère prouver que ça vaut 0. On éjecte alpha bar dans l'équation. Je vais fixer mes notations. Allez. Et puis, on calcule le P d'alpha bar. Ça, c'est la réponse à la question comment est-ce qu'on fait pour montrer que alpha bar est racine. Et si en plus, et là en plus, pardon, et en plus, la réponse à la question, et comment on fait pour montrer sa multiplicité? C'est quoi ça?
Que les dérivées successives de t sont d'accord. Et on s'arrête à la dérivée plénienne. N'est-ce pas? Voilà ce que vous devez prouver. On calcule ça en espérant que les premières sont nulles et que la dernière est n'importe quoi. Et que la dernière est pas nulle. D'accord? Allez, au boulot. Oui. Dans R, c'est que vous êtes admiratif, impossible de trouver, c'est pas possible. Et que carré plus 1, c'est racine, c'est Yimoji. C'est Yimoji, et derrière, il y en a. Derrière, avec ce carré plus 1, il y a la racine. C'est impossible que ça soit. Et donc, moi, c'est sur 1, il n'y a pas racine. Donc, Q égale 1, c'est pas possible. Pendant que vous réfléchissez, je vous distribue un exemplaire en papier UDM. Donc il n'y a que le grand 1 et le grand 2, il utilise un autre chapitre qu'on n'a pas encore commencé, mais qu'on va commencer à 10h. Je vous expliquerai ce qu'on fera à 10h. Donc le DM, comme on l'a dit, il n'y avait que le grand 1, donc il a l'air long, parce qu'en fait j'ai mis les choses. Donc finalement, je ne vais pas changer aussi. D'ailleurs, je le dis, vous allez pas bon, après, c'est que ça. Ouais. Si vous voulez, du coup, le grand 2, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire, vous le faites. Vous le voulez, si vous ne pouvez pas, vous le faites. Sinon, vous ne le faites pas. Sinon, vous le faites pas dans la case. Parce qu'on n'a pas fait encore le grand deux. Je simplement de Dieu, ça faisait. Je vous demande de faire le grand 2, et si vous voulez faire le grand 2, si je vous pose. Essayez de le chuter. Et du coup, vous allez chuter. En fait, vous allez chuter. Et je sais pas, je peux peut-être travailler dans ce cas-là. Je peux dire ça. Et maintenant, la somme des conjugués, c'est le conjugué de la somme. Le conjugué de la somme, ça nous fait la somme de AK, alpha K, le tout bar. Et ça, c'est précisément P d'alpha, le tout bar. Et P d'alpha, ça vaut 0. Donc ça, ça vaut 0 bar, c'est déjà 0. Donc P d'alpha bar égale 0. C'est-à-dire alpha bar est racine de P. Que venons-nous de faire à ce stade? On vient de montrer que si on a un polynôme réel, alors
alpha, grosso modo, alpha est racine, c'est la somme ainsi, alpha bar est racine. D'accord? Maintenant, il faut que je m'intéresse à la multiplicité. Oui, mais, voilà, il y a une première manière qui marche parfaitement, hein, c'est vous exprimer le polynôme dérivé. On sait le faire, on l'a déjà fait. Et puis vous appliquez des calculs similaires. Il y a plus malin. Il y a plus malin parce qu'on vient de faire, on vient de montrer que pour un polynôme réel, si alpha est racine, alors alpha bar aussi. Et comme le conjugué de alpha bar c'est alpha, si alpha bar est racine, alors alpha est racine. Et ici, on vient de montrer que alpha est racine, c'est seulement si alpha bar est racine. N'est-ce pas? On vient de montrer cet équivalence. Mais vous appliquez ça à P'. Alpha est racine de P', donc il est racine de alpha bar aussi. On applique ceci à O P n pour n de 1 à P. On applique ceci pour les dérivées successives P. Alpha bar est racine de P', alpha bar est racine de P seconde, etc. Mais alpha bar n'est pas racine de la dérivée Pm de P. Bien réglé. D'accord? Ce résultat, vous connaissez, hein, vous l'avez vu en terminale. Ceux qui n'ont pas fait dans cette expertise. Quand vous aviez une équation de degré 2 à coefficient complexe, à coefficient réel, excusez-moi, dont le discriminant est strictement négatif, vous savez bien qu'il y a le conjugué qui est aussi rationnel. C'est ça en fait. Ok? Allez, on continue avec un théorème qui porte le nom ambitieux de théorème fondamental de l'analyse. Non, de l'analyse, l'algèbre. De l'analyse de l'algèbre. En toute simplicité. Hop. Théorème. Amilien. Théorème. Tout polynôme de C crochet X de degré supérieur ou égal à admet au moins une racine complexe. Théorème admis. Il existe une quantité astronomique de démonstrations de ce théorème. Je suis certain que c'est à notre portée. Quand je dis une quantité astronomique, c'est des dizaines et des dizaines. Chez les étudiants, un jeu chez les étudiants en maths, c'est d'essayer de faire la liste de toutes les démonstrations. Il y a une quantité vraiment très élevée. Bon, par contre, le corollaire, il est à notre portée. Enfin, il y a des démonstrations à notre portée, d'ailleurs. Il y a des démonstrations plus ou moins élémentaires. Corollaire, soit P appartenant à C crochet X de degré supérieur ou égal à 1. Il existe lambda appartenant à S étoile et alpha 1, alpha n, n complexe. Je précise, pas nécessairement distinct. Tel que P égale lambda
fois le produit de k égale 1 jusqu'à n de x moins alpha k. Remarque. Ce corollaire se lie également. Un polynôme P de C crochet X admet exactement n racines comptées avec la multiplicité. P admet donc exactement n racines, attention, comptées avec leur multiplicité, puisque j'ai pris soin de l'écrire, les alpha, ils ne sont pas nécessairement distincts. Par exemple, vous prenez x moins 1 au cube, il avait une racine triple. Il ne faut pas penser que, pour exemple, une équation complexe, elle a mis toujours n racines de solutions distinctes. Voilà. Ainsi, désormais, quand vous serez face à une équation polynomiale complexe, vous pourrez affirmer que vous savez qu'il y a n solutions. Mais attention, c'est n solutions qui sont parfois multiples. Par exemple, il peut y avoir une solution qui a de bord de l'eau profond. Preuve du corollaire, la référence. Sur le degré de P. Attention, c'est pour n supérieur ou égal à n égale P égale AX plus B avec A non nul. Ça s'écrit A facteur de X plus B sur A. Voici lambda et alpha 1 c'est moins B sur A. Et réalité. Soit P de degré n plus 1, soit une racine donnée par le théorème fondamental, là, qui s'appelle aussi théorème d'Alain-Darbost, soit alpha indice n plus 1, une racine complexe. On factorise. Il existe Q appartenant à C crochet X tel que P égale X moins alpha n plus 1 fois Q. Or, degré de Q égale n. On lui applique l'hypothèse de référence. Bien regardé. Q, c'est lambda fois le produit de k égale jusqu'à n de x moins alpha k. Donc, et c'est lambda fois le produit de k égale jusqu'à n de x moins alpha k fois x moins alpha n plus 1, c'est-à-dire lambda fois le produit de k égale jusqu'à n plus 1 de x moins alpha k. Voilà. Dernier mot de vocabulaire, un polynôme qui s'écrit sous cette forme, la remarque que j'aurais dû la dire ici. On dit que P c'est un D. On a dû l'écrire ici. Un polynôme de degré n qui a mis n en racine, on dit qu'il est solide. Et si ces racines sont distinctes, on précise c'est D par racine de celle. Voilà. On s'arrête là pour maintenant. Alors, je vais vous rendre le test de maths. Je le commenterai dans les deux groupes séparément.
Par ailleurs, donc, bon, pour les assistes, bien sûr, vous partez ainsi. Et les chimistes, vous allez devoir attendre un peu parce qu'il faut que je passe à l'administration pour régler tout ça, pour assurer que la salle, etc. Donc vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir dessus. Je vous abandonne pas, vous inquiétez pas, vous